En étant soigné par une infirmière à l'hôpital, le millionnaire est resté figé lorsque l'infirmière a montré le bracelet qu'il avait offert à sa sœur. Le même bracelet qu'elle avait reçu avant de disparaître il y a 30 ans. Richard Delacroix n'avait jamais cru au destin. À 48 ans, il avait bâti son empire sur la logique, les calculs précis et la méfiance absolue envers tout ce qui échappait à son contrôle. Ce matin de novembre. Pourtant, le destin allait fracasser ses certitudes comme un marteau sur du cristal. La pluie tambourinait contre les vitres de sa BMW noire qui filait sur l'autoroute A6, direction Lyon. Richard pianotait nerveusement sur le volant, l'esprit occupé par la réunion qui l'attendait, encore un contrat à décrocher, encore une victoire à ajouter à sa collection. Depuis 30 ans, il accumulait les succès comme d'autres collectionnent les timbres, avec une obsession maladive qui masquait un vide béant. « Putain de camion !» jura-t-il en voyant le poids lourd qui se déportait brutalement sur sa voie. Le temps se dilata. Richard braqua à droite, mais la chaussée glissante transforma sa BMW en projectile incontrôlable. Le monde bascula, le métal hurla contre l'asphalte dans un concert assourdissant de ferrailles froissées et de verres brisés. Puis, le silence. Richard émergea de l'inconscience avec le goût métallique du sang dans la bouche. Des voix inquiètes résonnaient autour de lui, étouffées comme si elles provenaient d'un autre monde. Les gyrophares bleus et rouges dansaient à travers le pare-brise étoilé, peignant la réalité d'une lumière irréelle. « Monsieur, vous m'entendez ? Ne bougez pas. On s'occupe de vous. » La voix était ferme mais rassurante. Richard tenta de tourner la tête et grimaça. Une douleur lancinante lui traversa l'épaule droite. « Ça va, » mentit-il, sa fierté intacte malgré les circonstances. Le trajet en ambulance vers l'hôpital Saint-Raphaël de Lyon se déroula dans un brouillard de sirènes et de questions médicales. Richard répondait machinalement, son esprit ailleurs. Il pensait à Caroline. Il pensait toujours à Caroline quand la douleur, physique ou morale, le rattrapait. Sa petite sœur aux boucles dorées, disparue à 10 ans dans un cauchemar qui avait dévoré sa famille entière. L'hôpital Saint-Raphaël se dressait comme une forteresse blanche dans la nuit lyonnaise. Les couloirs sentaient ce mélange âcre de désinfectants et d'angoisse que Richard détestait. Ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Trop de nuits passées à attendre des nouvelles qui ne venaient jamais. « Chambre 237 », annonça l'aide-soignant en poussant le brancard. Richard fut installé dans une chambre aux murs couleur crème, éclairée par des néons impitoyables. Une télévision muette diffusait les informations du soir. Il reconnut vaguement le présentateur qui parlait de la crise économique. Ironique, lui qui faisait partie de ceux qui s'enrichissaient pendant que d'autres perdaient tout. « Bonsoir, monsieur Delacroix. » Richard tourna la tête vers la porte. Une jeune femme en blouse blanche venait d'entrer, un plateau médical dans les mains. 25 ans, peut-être un peu plus, des cheveux châtains tirés en chignon sage, des yeux noisettes pétillants d'intelligence et de bienveillance. Son badge indiquait « Isabelle Moreau, infirmière. Je suis Isabelle, je vais m'occuper de vous ce soir », dit-elle avec un sourire professionnel mais chaleureux. « Comment vous sentez-vous » Sa voix avait cette douceur particulière des gens qui choisissent de soigner les autres. Richard, habitué aux rapports de force et aux négociations âpres, se sentit étrangement désarmé. « J'ai connu mieux », répondit-il avec un demi-sourire. « Mais rien de cassé, j'espère. Le médecin passera vous voir dans quelques minutes pour les résultats complets, » expliqua Isabelle en s'approchant. « En attendant, je vais prendre vos constantes. » Elle déposa son plateau sur la table roulante, avec des gestes précis, économes. Richard observait cette femme qui évoluait dans l'univers hospitalier, avec l'aisance d'une danseuse connaissant sa chorégraphie par cœur. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa présence. Une sérénité qui contrastait avec l'agitation permanente de son propre monde. « Vous faites ça depuis longtemps ?» demanda-t-il pendant qu'elle préparait le tensiomètre. « 5 ans maintenant », répondit Isabelle, en enroulant le brassard autour de son bras. « J'ai toujours voulu aider les gens, peut-être parce que j'ai été aidée moi-même quand j'étais petite. » Il y avait une mélancolie fugace dans sa voix, un voile qui passa sur son regard avant qu'elle ne se reconcentre sur sa tâche. Richard sentit quelque chose remuer en lui, cette curiosité malsaine qui l'avait poussé à chercher Caroline pendant des décennies. « 14,9, c'est parfait », annonça-t-elle en notant les chiffres sur son dossier. Elle sortit ensuite un oxymètre de poche, ce petit appareil qui mesure la saturation en oxygène. Richard tendit machinalement sa main gauche, mais Isabelle secoua la tête. « L'autre main, s'il vous plaît »
Vous avez une perfusion sur celle-ci. » Richard présenta sa main droite. Isabelle saisit délicatement son index pour y fixer l'appareil. C'est à ce moment-là que Richard la vit. La pulséra. Une pulséra en argent ornée d'un rubis. Pas énorme, pas tapageuse, mais d'une beauté saisissante. Le genre de bijou qu'un grand frère de 18 ans offre à sa petite sœur pour ses 10 ans. En pensant qu'elle le gardera toute sa vie, le monde s'arrêta. Richard sentit l'air quitter ses poumons d'un coup, comme si on venait de lui asséner un poing dans l'estomac. Ses yeux se rivèrent sur le poignet d'Isabelle, sur cette pulséra qui brillait sous la lumière crue des néons. C'était impossible, absolument impossible. « Monsieur Delacroix, ça va. » La voix d'Isabelle lui parvenait de très loin. Il réalisa qu'il fixait sa main avec une intensité inquiétante. Elle suivit son regard et baissa les yeux vers son poignet. « Oh ça, c'est joli, n'est-ce pas? Je l'ai depuis toujours. » Depuis toujours, ces 3 mots résonnèrent dans le crâne de Richard comme une explosion. Il leva les yeux vers le visage d'Isabelle, cherchant désespérément quelque chose. Une ressemblance, un geste. N'importe quoi qui confirmerait la folle hypothèse qui venait de germer dans son esprit. « Vous l'avez depuis quand exactement ?» Sa voix était rauque, étranglée. Isabelle parut surprise par la question, mais répondit avec naturel. « Depuis que je suis toute petite, c'était avec mes affaires quand je suis arrivée à l'orphelinat. Les sœurs m'ont dit que c'était sûrement un cadeau de ma famille d'origine. » Orphelinat, famille d'origine, pulséra en argent avec un rubis. Richard sentit le monde vaciller autour de lui. 30 ans, 30 putains d'années qu'il cherchait Caroline, qu'il retournait chaque pierre, qu'il payait détective privé et journaliste d'investigation. 30 ans à s'user les yeux sur des photos floues et des témoignages invérifiables. Et elle était là. « Peut-être, probablement, monsieur, vous êtes tout pâle », s'inquiéta Isabelle en posant instinctivement sa main libre sur son front. « Je vais chercher le médecin. » « Non. » Le mot jaillit trop fort, trop sec. Richard se reprit aussitôt. « Non, ça va. C'est juste le contre-coup de l'accident. » Isabelle le regardait avec cette attention professionnelle matinée d'inquiétude humaine. Dans ses yeux noisettes, Richard crut distinguer quelque chose de familier. La forme du nez, peut-être, ou la façon dont elle penchait légèrement la tête quand elle réfléchissait. « Mon Dieu, et si c'était elle? Votre nom de famille, Moreau, c'est votre nom de naissance. » La question était maladroite, intrusive. Isabelle fronça les sourcils. « Non, c'est le nom de ma famille d'accueil. Ils m'ont adoptée quand j'avais 8 ans. » Elle marqua une pause. Visiblement gênée par ces questions personnelles. « Excusez-moi, mais pourquoi vous me demandez ça ?» Richard chercha frénétiquement une explication plausible. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas maintenant, pas sans être sûr. « Désolé, les antalgiques me rendent un peu confus. Votre pulséra m'a rappelé quelque chose. C'est tout. » Isabelle hocha la tête. Rassurée par cette explication rationnelle, elle termina ses observations en silence. Mais Richard sentait bien qu'elle restait sur ses gardes. Il avait réagi comme un dingue, et elle l'avait remarqué. « Je reviens dans 1 heure pour contrôler votre perfusion, » dit-elle en rassemblant ses affaires. « Essayez de vous reposer. » Elle sortit de la chambre d'un pas léger, laissant derrière elle un parfum discret de lavande. Richard resta seul avec ses pensées qui tourbillonnaient comme un essaim d'abeilles folles. Caroline avait 10 ans quand elle avait disparu. Si elle avait eu un enfant, si cet enfant était Isabelle, l'âge collé, l'orphelinat expliquait l'absence de famille, et cette pulséra? Richard ferma les yeux et se força à respirer lentement. Il devait garder la tête froide. Il avait eu trop d'espoirs déçus, trop de fausses pistes qui s'étaient révélées être des mirages cruels, mais quelque chose, au fond de lui, une intuition primitive et viscérale, lui criait que cette fois, c'était différent. Cette fois, peut-être qu'il l'avait enfin trouvée, sa Caroline. Richard n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongé dans son lit d'hôpital, il fixait le plafond blanc en rejouant sans cesse la scène dans sa tête. La pulséra d'Isabelle brillait dans sa mémoire, comme un phare dans la tempête. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait Caroline à 10 ans, radieuse, quand il lui avait offert ce bijou pour son anniversaire. « Pour que tu penses toujours à ton grand frère », lui avait-il dit en riant. Elle avait sauté dans ses bras, la pulséra déjà enfilée à son petit poignet. 3 jours plus tard, elle disparaissait à jamais, ou du moins,
C'est ce qu'il avait cru pendant 30 ans. À 6 heures du matin, Richard attrapa son téléphone portable sur la table de chevet. Ses doigts tremblaient légèrement en composant le numéro de Marion Lefebvre. La journaliste d'investigation était une des rares personnes en qui il avait encore confiance, brillante, tenace et surtout discrète quand il le fallait. « Richard, il est 6 heures du mat. Putain !» grommela la voix ensommeillée de Marion. « Marion, j'ai besoin de toi, tout de suite. » Le ton de Richard fit disparaître instantanément la somnolence de Marion. En 15 ans de collaboration, elle ne l'avait jamais entendu avec cette urgence dans la voix. « Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas te le dire au téléphone. Retrouve-moi à l'hôpital Saint-Raphaël, chambre 237, et Marion, viens seule. » 2 heures plus tard, Marion Lefebvre poussait la porte de la chambre. 42 ans, des cheveux courts poivre et sel, des yeux gris perçants derrière des lunettes d'écaille. Elle portait son éternel jean noir et sa veste de cuir usé, l'uniforme de la journaliste qui n'a peur de rien. « Tu as une sale tête » fut sa première remarque en voyant Richard. « Assieds-toi » dit-il en désignant la chaise à côté du lit. « Et écoute-moi bien. » Richard lui raconta tout. L'accident, Isabelle, la pulséra, l'orphelinat. Marion l'écouta sans l'interrompre, prenant quelques notes dans son carnet froissé. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse un long moment. « Richard, commença-t-elle prudemment, tu es sûr que c'est pas juste ton imagination qui te joue des tours? Ça fait 30 ans que tu cherches Caroline. Peut-être que... C'est la même pulséra, Marion, l'interrompit-il avec véhémence. Exactement la même. Et elle a le bon âge. Elle vient d'un orphelinat. D'accord, d'accord. Marion leva les mains pour l'apaiser. Supposons que tu aies raison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Richard se pencha vers elle, ses yeux brûlant d'une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. Je veux que tu enquêtes sur Isabelle Moreau. Discrètement, son passé, l'orphelinat, tout. Mais surtout, je veux que tu retrouves l'origine de cette pulséra. Marion hocha lentement la tête. Elle avait déjà commencé à élaborer un plan dans sa tête. Ça va prendre du temps, et ça va coûter cher. L'argent n'est pas un problème, le temps non plus. Mais Marion, sa voix se durcit. Personne ne doit savoir, surtout pas Isabelle, si jamais elle apprend qu'on fouille dans son passé. Elle risque de disparaître, compléta Marion. Compris, je commence par l'orphelinat. Commence par là. Maison Sainte-Lucie, à Marseille, d'après ce qu'elle m'a dit. Marion griffonna l'information dans son carnet. Elle connaissait déjà cette institution, fermée depuis 10 ans, mais les archives étaient encore accessibles si on savait s'y prendre. « Je pars cet après-midi », annonça-t-elle en se levant. « Et toi, tu restes sage. Pas question que tu débarques là-bas comme un fou furieux. » Après le départ de Marion, Richard passa le reste de la matinée dans un état de tension extrême. Chaque fois qu'Isabelle entrait dans sa chambre pour ses soins, il l'observait comme un entomologiste étudiant un spécimen rare. Cherchait-il des ressemblances avec Caroline, avec lui-même? Il n'arrivait plus à faire la différence entre l'espoir et l'obsession. Pendant ce temps, Marion fonçait vers Marseille dans sa Citroën cabossée. Le trajet lui donna le temps de réfléchir à l'affaire. Elle avait travaillé sur le dossier Caroline Delacroix plusieurs fois au fil des années, à la demande de Richard, une enquête froide, sans piste viable, qui avait fini par ressembler à la quête du Graal. Mais cette fois, il y avait peut-être quelque chose de concret. L'ancien orphelinat Maison Sainte-Lucie se dressait dans le quartier des Réformés, un bâtiment de pierre grise noirci par la pollution, fermé depuis la mort de la dernière religieuse. Il abritait maintenant un centre social. Marion savait qu'une seule personne pouvait encore l'aider. Sœur Marguerite Dubois, 86 ans, ancienne directrice de l'orphelinat. Elle la trouva dans la maison de retraite Sainte-Marie, un établissement cossu du 7e arrondissement. Sœur Marguerite était une femme minuscule aux yeux bleus encore vifs. Malgré son grand âge, elle portait encore son habit gris, refusant obstinément de s'habiller en civil. « Isabelle Moreau », répéta la religieuse, quand Marion lui eut expliqué l'objet de sa visite. « Bien sûr que je me souviens d'elle. Une petite fille adorable. » Le cœur de Marion s'accéléra. Enfin, une piste tangible. Vous vous souvenez des circonstances de son arrivée? Sœur Marguerite fronça les sourcils, fouillant dans ses souvenirs lointains. Elle était toute petite, 2 ans, peut-être un peu plus. Une femme l'avait amenée un soir. En pleurs, elle disait qu'elle ne pouvait plus s'en occuper. Cette femme,
Vous la connaissiez? Non, jamais vue avant ni après. Elle était jeune, très maigre, avec des yeux terrifiés. Elle tremblait comme si elle avait vu le diable en personne. Marion prenait des notes frénétiquement. Chaque détail comptait. Et l'enfant, elle avait des affaires avec elle. Oh oui, s'anima sœur Marguerite. Un petit sac avec quelques vêtements, et puis, elle marqua une pause, ses yeux s'éclairant. Et puis cette pulséra, magnifique, vraiment, en argent, avec un rubis, bien trop précieuse pour une enfant abandonnée. Marion sentit l'adrénaline monter. Richard avait raison. Qu'est-ce qui est arrivé à cette pulséra? Je l'ai gardée précieusement. C'était le seul lien qu'Isabelle avait avec son passé. Quand elle a été adoptée par les Moreau, je la lui ai rendue. J'ai pensé que ça l'aiderait à garder une partie de ses origines. Vous rappelez-vous s'il y avait autre chose? Un mot? Une lettre? Sœur Marguerite hocha lentement la tête. Il y avait un petit papier. Effectivement, froissé, taché de larmes, je n'ai réussi à lire que quelques mots, pour ma petite. Et puis quelque chose qui ressemblait à Isa. Le reste était illisible, pour ma petite Isa. Marion sentit sa gorge se serrer. Si Richard avait raison, si Isabelle était vraiment la fille de Caroline, alors ce mot provenait peut-être de sa mère biologique. Sœur Marguerite, c'est très important. Vous souvenez-vous de la date exacte? La vieille religieuse ferma les yeux, concentrée. C'était en automne. Ça, je m'en souviens. Les feuilles tombèrent déjà, et il y avait eu une tempête terrible la veille. Elle rouvrit les yeux. Octobre 1999, je dirais, ou peut-être novembre. Marion calcula rapidement. Si Caroline avait été enlevée en juin 1994, à 10 ans, elle aurait eu 15 ans en octobre 1989, l'âge d'avoir un enfant, malheureusement. Cette femme qui a amené Isabelle, vous pourriez la décrire plus précisément. Comme je vous l'ai dit, très jeune, brune je crois, mais c'était difficile à dire avec le foulard qu'elle portait. Elle ne voulait pas donner son nom, tout ce qu'elle répétait c'est « Prenez soin d'elle, s'il vous plaît, quelqu'un viendra peut-être la chercher un jour. Quelqu'un viendra peut-être la chercher un jour. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marion. Et si cette quelqu'un, c'était Caroline? Et si elle était encore vivante quelque part, attendant le moment de récupérer sa fille? Marion posa encore quelques questions. Mais sœur Marguerite n'avait plus grand-chose à ajouter. En partant, la journaliste embrassa spontanément la vieille religieuse. « Merci, ma sœur. Vous venez peut-être de réunir une famille ?» Sur la route du retour vers Lyon, Marion téléphona à Richard. Alors, sa voix était tendue comme un fil de fer. « Je crois qu'on tient quelque chose », annonça Marion. Isabelle est bien arrivée à l'orphelinat en automne 1999, avec la pulséra et un mot partiellement lisible qui disait « Pour ma petite Isa », le silence qui suivit était si long que Marion crut que la communication avait été coupée. « Richard, tu es là. »« Je suis là », murmura-t-il d'une voix étranglée. Pour ma petite Isa, c'est exactement le genre de choses que Caroline aurait écrite. Il y a autre chose. La femme qui a amené Isabelle était très jeune, terrifiée, et elle a dit que quelqu'un viendrait peut-être la chercher un jour. Cette fois, Richard ne répondit pas du tout. Marion l'entendit respirer fort, comme s'il luttait pour ne pas craquer. « Richard, on va la retrouver, » dit-elle doucement. « Je te le promets. » Mais au fond d'elle-même, Marion savait que cette promesse était peut-être impossible à tenir. 30 ans, c'était long, trop long. Et pourtant, pour la première fois depuis des décennies, elle avait le sentiment qu'il touchait enfin au but. Dans sa chambre d'hôpital, Richard raccrocha et ferma les yeux. Pour ma petite Isa, il entendait presque la voix de Caroline prononcer ces mots. Sa petite sœur était-elle encore vivante quelque part? Et si oui, dans quel état? Une chose était sûre, il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas la vérité, toute la vérité. Juin 1994, Villa de la Croix, Neuilly-sur-Seine. Caroline dansait dans le jardin. Ses boucles dorées voltigeant au soleil de juin, à 10 ans. Elle incarnait cette insouciance que seuls possèdent les enfants qui grandissent dans l'amour. Richard, alors âgé de 18 ans, la regardait depuis la terrasse, un sourire attendri aux lèvres. « Regarde, Richard, j'arrive à faire 3 pirouettes d'affilée !» criait-elle en tournoyant sur elle-même. « Bravo, petite princesse !» répondait-il en applaudissant. Leur père, Philippe Delacroix, était sorti de son bureau avec cette expression sombre qui ne le quittait plus depuis quelques semaines.
Les menaces de Dominique Chevalier se faisaient plus pressantes. Le patriarcat voulait absolument décrocher les contrats publics de rénovation du centre-ville. Et Philippe avait eu le malheur de témoigner contre lui dans une affaire de corruption. « Richard, amène ta sœur à l'intérieur », avait ordonné leur père ce soir-là, « et fermez bien les volets. » Mais Richard était jeune, insouciant. Il n'avait pas mesuré la gravité de la situation. Comment aurait-il pu imaginer qu'un homme pourrait s'en prendre à une enfant pour faire plier un adversaire? Le lendemain matin, Caroline avait disparu. Présent, hôpital Saint-Raphaël. Léon Richard émergea brutalement de ce souvenir douloureux, 30 ans plus tard. La culpabilité restait aussi vive qu'une lame plantée dans sa poitrine. Si seulement il avait été plus vigilant, si seulement il avait pris les menaces au sérieux, un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Isabelle entra avec son sourire professionnel, poussant un chariot de soins. « Bonjour, monsieur Delacroix. Comment vous sentez-vous ce matin ?»« Mieux. Merci. » mentit-il en s'efforçant de paraître détendu. Depuis la conversation avec Marion, Richard observait Isabelle avec une intensité nouvelle. Chaque geste, chaque expression, chaque intonation était scrutée à la recherche d'un indice, d'une ressemblance. Et maintenant qu'il y prêtait attention, les similitudes lui sautaient aux yeux. La façon dont elle penchait la tête en réfléchissant, exactement comme Caroline enfant, ce petit pli qui se formait entre ses sourcils quand elle se concentrait, et surtout, cette détermination tranquille qui émanait d'elle, cette force silencieuse que Caroline possédait déjà à 10 ans. « Vous êtes bien silencieux aujourd'hui », remarqua Isabelle en vérifiant sa perfusion. « Quelque chose vous tracasse ?» Richard chercha ses mots. Il brûlait d'envie de lui poser 1000 questions, mais il devait rester prudent. « Je réfléchissais à ma famille, » dit-il finalement. « Vous savez ce que c'est. Quand on frôle l'accident, on repense aux gens qu'on aime. » Isabelle hocha la tête avec compréhension. « Vous avez des enfants ?»« Non, j'avais une sœur. » Sa voix se brisa légèrement. « Elle est morte quand elle était petite. » Il n'avait pas dit « disparue », mais « morte ». C'était plus simple, plus définitif. Ça évitait les questions. « Oh, je suis désolée », murmura Isabelle. Sa voix empreinte d'une sincère compassion. « Ça a dû être terrible pour vous. » Elle s'assit spontanément sur le bord du lit, oubliant un instant la distance professionnelle. Ce geste simple toucha Richard plus qu'il ne l'aurait cru possible. Elle s'appelait comment ? Caroline. Le prénom sortit comme un souffle. Elle était pleine de vie, toujours en train de danser, de rire. Elle avait cette façon de voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. Isabelle l'écoutait avec cette attention particulière qu'elle réservait à ses patients en détresse. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé, une mélancolie, comme si les mots de Richard faisaient un écho à quelque chose en elle. « Vous lui ressemblez un peu », dit-il doucement. Isabelle rougit légèrement. « C'est gentil de dire ça. Moi, je n'ai jamais su à qui je ressemblais. C'est le problème quand on ne connaît pas ses parents biologiques. » Richard sentit son cœur s'emballer. C'était l'ouverture qu'il attendait. « Ça ne vous manque pas, de ne pas savoir d'où vous venez. » Isabelle resta silencieuse un moment, jouant machinalement avec sa pulséra. Le rubis captait la lumière matinale qui filtrait par la fenêtre. « Parfois, oui, » avoua-t-elle. « Surtout quand j'étais adolescente, je me demandais si j'avais des frères et sœurs quelque part, si mes parents pensaient encore à moi. » Elle secoua la tête. « Mais les Moreau m'ont donné tellement d'amour que j'ai appris à ne pas regarder en arrière. Et cette pulséra, elle ne vous donne aucun indice. » Isabelle baissa les yeux vers son poignet. « C'est tout ce qui me reste de mon passé. Les sœurs de l'orphelinat m'ont dit qu'elle était avec moi quand on m'a amenée là-bas. Parfois, je me dis qu'elle appartenait peut-être à ma mère ou qu'elle me l'a offerte avant de devoir me laisser. » Sa voix se voila d'émotion. Richard dut se retenir de lui prendre la main. « Vous n'avez jamais essayé de faire des recherches. » Au début, « Si, mais les pistes étaient toutes mortes. Et puis, à quoi bon ? Si mes parents biologiques avaient voulu me retrouver, ils l'auraient fait, non. » Cette résignation brisait le cœur de Richard. Si seulement elle savait qu'il la cherchait depuis des décennies. Un bip strident retentit dans le couloir. Isabelle se leva d'un bond, redevenant instantanément l'infirmière professionnelle. « Excusez-moi, je dois y aller. Urgence au bloc. » Elle sortit en courant, laissant Richard seul avec ses pensées tumultueuses. Cette conversation venait de renforcer ses certitudes. Tout collait. L'âge, l'orphelinat, la pulséra, et maintenant ses ressemblances troublantes. Son téléphone vibra.
un SMS de Marion. « Besoin de te voir. Info importante. J'arrive. » Pendant ce temps, quelque part à Lyon, Marion Lefebvre était assise dans sa voiture, garée devant l'hôpital. Elle venait de raccrocher avec un contact aux archives départementales. L'information qu'elle avait obtenue était explosive, mais elle voulait vérifier encore quelques détails avant d'en parler à Richard. Elle ouvrit son carnet et relut ses notes, en croisant les informations de sœur Marguerite avec les archives officielles. Elle avait réussi à établir une chronologie troublante. Caroline Delacroix, enlevée le 15 juin 1994, Isabelle Moreau, abandonnée à l'orphelinat en octobre 1999, soit un peu plus de 5 ans entre les deux événements. Mais le plus troublant était ce qu'elle avait découvert dans les anciens dossiers de police. L'enquête sur l'enlèvement de Caroline mentionnait le nom de Dominique Chevalier, pas comme suspect. Il avait trop d'alibi, mais comme ayant fait l'objet de menaces de la part de Philippe Delacroix quelques semaines avant la disparition. Marion connaissait ce nom. Chevalier était un homme d'affaires véreux qui avait bâti sa fortune sur la corruption et l'intimidation dans les années 90, officiellement blanchi de tout soupçon. Mais tout le monde savait qu'il avait les mains sales. Un détail l'intriguait particulièrement. Chevalier possédait plusieurs propriétés dans le sud de la France, notamment en Provence. Des endroits isolés, parfaits pour cacher quelqu'un. Elle composa le numéro d'un ancien collègue journaliste, spécialisé dans les affaires criminelles. « Salut Marc, c'est Marion. J'ai besoin d'un service. Tu te souviens de Dominique Chevalier, le parrain de Marseille? Bien sûr. Pourquoi? Il est toujours en vie. Aux dernières nouvelles. Oui, il doit avoir dans les 75 ans maintenant. Il s'est fait discret ces dernières années. Mais il a encore du pouvoir. Pourquoi tu t'intéresses à lui? » Marion hésita. Elle ne pouvait pas révéler l'enquête en cours. Une vieille affaire qui ressort. Tu sais s'il a encore ses propriétés en Provence? Je crois, oui. Il a un domaine près d'Aix-en-Provence. Mais Marion, fais gaffe. Ce type est dangereux, même vieux. Après avoir raccroché, Marion resta un moment pensive. Si ses soupçons étaient fondés, si Chevalier était bien derrière l'enlèvement de Caroline, alors Isabelle n'était pas seulement la nièce de Richard. Elle était aussi la preuve vivante d'un crime qui n'avait jamais été élucidé. Elle descendit de voiture et se dirigea vers l'hôpital. Il était temps de mettre Richard au courant, mais elle devait le faire avec précaution. L'homme était déjà sur le fil du rasoir émotionnellement. Cette nouvelle information risquait de le faire basculer dans l'obsession pure. En montant vers la chambre 237, Marion réfléchissait à la meilleure façon de présenter les choses. Une chose était sûre. Cette affaire allait les mener beaucoup plus loin qu'une simple histoire de famille retrouvée. Ils étaient sur le point de rouvrir l'une des plaies les plus douloureuses de la criminalité française des années 90, et si Chevalier était toujours en vie et toujours dangereux, ils allèrent devoir jouer très serré. L'ascenseur s'arrêta au 2e étage. Marion prit une profonde inspiration. Il était temps de dire la vérité à Richard. Aussi difficile soit-elle à entendre, dans quelques minutes, elle allait prononcer un nom qui allait réveiller tous les démons du passé. Dominique Chevalier. Marion poussa la porte de la chambre 237 avec cette détermination qui la caractérisait quand elle tenait une piste importante. Richard leva les yeux de son plateau repas qu'il n'avait pas touché, l'estomac trop noué pour avaler quoi que ce soit. « Tu as une tête de déterré », constata Marion en posant son sac sur la chaise visiteur. « J'ai passé la nuit à réfléchir, Marion. Je suis de plus en plus convaincue qu'Isabelle est ma nièce. Tout colle, son âge, l'orphelinat, la pulséra. » Il marqua une pause. « Et puis, il y a autre chose, une connexion que je ressens avec elle. C'est difficile à expliquer, mais... Richard, arrête. » Marion leva la main pour l'interrompre. « J'ai du nouveau, et tu vas avoir besoin de t'asseoir. » L'expression de Marion était grave, plus sombre que d'habitude. Richard sentit un frisson d'appréhension le parcourir. « Vas-y, dis-moi. » Marion sortit son carnet et s'installa confortablement. Elle avait appris au fil des années qu'il valait mieux annoncer les mauvaises nouvelles progressivement. « J'ai épluché les anciens dossiers de police concernant l'enlèvement de Caroline. Il y a un nom qui revient. Dominique Chevalier. » Le visage de Richard se figea. Ce nom, il ne l'avait pas entendu depuis des années. Mais il résonnait encore dans sa mémoire comme un glas. « Chevalier ?» répéta-t-il lentement. « Ce fils de pute qui voulait faire chanter papa ? Exactement, d'après les rapports, ton père avait témoigné contre lui dans une affaire de corruption quelques semaines avant l'enlèvement de Caroline. Chevalier avait proféré des menaces. Mais la police n'avait jamais pu prouver son implication directe.
Richard serra les poings. Les souvenirs remontaient par vagues douloureuses, les coups de téléphone anonymes, les voitures suspectes garées devant la villa, l'angoisse permanente de ses parents. « Tu penses, Nan, qu'il est derrière l'enlèvement ? J'en suis pratiquement sûre, » répondit Marion en feuilletant ses notes. Chevalier était connu pour s'en prendre aux familles de ses adversaires. C'était sa signature, et il avait les moyens de faire disparaître quelqu'un définitivement. Mais le fric, on a payé la rançon. Justement, ça, c'était pour faire croire à un enlèvement crapuleux, mais la vraie motivation, c'était la vengeance, te faire souffrir, toi et ta famille, pour que votre père ferme sa gueule. Richard se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Lyon s'étendait sous ses yeux, indifférente à son drame personnel. Quelque part dans cette ville, Isabelle continuait sa journée de travail, ignorant tout de l'enquête qui se déroulait autour d'elle. « Chevalier est encore vivant ?» demanda-t-il sans se retourner. « Oui, il a 75 ans, officiellement retiré des affaires, mais d'après mes sources, il a encore du pouvoir, et des hommes qui lui sont fidèles. » Marion hésita avant de poursuivre. La suite était encore plus délicate. « Richard, il y a autre chose. Chevalier possède plusieurs propriétés en Provence, des endroits isolés, parfaits pour garder quelqu'un contre sa volonté. » Le silence qui suivit était assourdissant. Richard appuya son front contre la vitre froide, essayant de digérer l'information. Si Marion avait raison, si Chevalier était responsable, alors Caroline avait peut-être été retenue prisonnière pendant des années. Et si Isabelle était vraiment sa fille, tu penses qu'elle est encore en vie ? Sa voix était à peine audible. Je ne sais pas. Mais Richard, écoute-moi bien. Marion se leva et vint se placer à côté de lui. Si Caroline est toujours vivante, si elle a réussi à faire sortir sa fille de cet enfer, alors elle est probablement encore en danger. Chevalier ne laisse jamais de témoins derrière lui. Cette révélation frappa Richard comme un coup de masse. Non seulement il avait peut-être retrouvé sa nièce, mais sa sœur pourrait être encore en vie quelque part, terrorisée, cachée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On continue à creuser, mais discrètement. Si Chevalier apprend qu'on s'intéresse à lui, ça pourrait mettre Isabelle en danger, et Caroline aussi, si elle est encore vivante. Un coup à la porte les interrompit. Isabelle entra avec son chariot de soins, puis s'arrêta net en voyant leur visage tendu. « Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger, » dit-elle en reculant. « Je peux repasser plus tard. »« Non, non, restez, » dit rapidement Richard. « Marion est une amie. » Elle s'apprêtait à partir. Marion acquiesça et rassembla ses affaires avant de sortir. Elle se tourna vers Isabelle avec un sourire professionnel. « Marion Lefebvre, journaliste, enchantée. »« Isabelle Moreau », répondit poliment la jeune femme en lui serrant la main. Marion observa discrètement Isabelle, maintenant qu'elle connaissait l'histoire. Elle aussi commençait à voir des ressemblances. La forme du visage, surtout, et cette façon de rejeter ses cheveux en arrière quand elle était concentrée. « À plus tard, Richard », dit-elle en partant. « Repose-toi bien. » Une fois seule avec Richard, Isabelle s'approcha pour vérifier sa perfusion. Elle semblait préoccupée. « Tout va bien, vous avez l'air troublé. » Richard la regarda intensément. Cette jeune femme qui prenait soin de lui avec tant de dévouement était peut-être tout ce qui lui restait de Caroline. Cette pensée était à la fois réconfortante et déchirante. « Isabelle, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle hocha la tête, intriguée. « Vous n'avez jamais eu l'impression, je ne sais pas comment dire, d'avoir déjà vécu certaines situations, des sensations de déjà-vu ?» Isabelle fronça les sourcils. Surprise par cette question étrange, « Parfois, oui, pourquoi ? Et avec moi, vous ne trouvez pas qu'on se connaît depuis longtemps ?» Cette fois, Isabelle rougit légèrement. Elle avait effectivement ressenti cette connexion particulière avec ce patient, mais elle l'avait mise sur le compte de son charisme naturel. « C'est vrai que j'ai l'impression qu'on se comprend bien, » admit-elle. « Mais c'est normal, non ? Certaines personnes ont plus d'affinité que d'autres. » Richard hocha la tête, mais son regard restait intense. Isabelle commençait à se sentir mal à l'aise sous ce scrutin constant. « Monsieur Delacroix, il y a quelque chose qui vous tracasse à mon sujet. » La question directe prit Richard au dépourvu. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas encore. Non. Bien sûr que non. C'est juste que vous me rappelez quelqu'un de très cher à mon cœur. Votre sœur. Oui. Isabelle termina ses soins en silence, manifestement troublée par cette conversation. En partant, elle se retourna sur le seuil.
Monsieur Delacroix, si jamais vous avez besoin de parler, je sais que perdre un être cher peut laisser des cicatrices profondes. » Après son départ, Richard resta longtemps immobile, fixant la porte par laquelle elle venait de sortir. Cette jeune femme avait la même générosité naturelle que Caroline enfant, la même intuition pour détecter la souffrance d'autrui. Son téléphone vibra, un SMS de Marion. « J'ai localisé Dolores Fontaine, ancienne employée de tes parents. Elle vit à Vienne, dans une maison de retraite. Je pars la voir demain. » Richard connaissait ce nom. Dolores avait travaillé comme femme de ménage chez ses parents pendant des années. Elle était partie brutalement quelques mois après l'enlèvement de Caroline, prétextant des problèmes familiaux. À l'époque, personne n'y avait prêté attention. Il tapa rapidement sa réponse. « Fais attention à toi, si Chevalier a encore des hommes. » La réponse de Marion ne se fit pas attendre. « Je sais me débrouiller. Mais Richard, promets-moi de ne rien faire d'inconsidéré. Pas de visite surprise à Isabelle. Pas de questions indiscrètes. On y va étape par étape. » Richard soupira. Marion avait raison. Il devait garder son sang-froid. Mais chaque minute qui passait rendait l'attente plus difficile. Il était si près du but, si près de résoudre le mystère qui hantait sa vie depuis 3 décennies. En fin d'après-midi, Isabelle revint pour sa tournée du soir. Elle semblait plus détendue, mais Richard remarqua qu'elle évitait son regard. « Comment va votre enquête ?» demanda-t-elle en préparant ses médicaments pour la nuit. « Quelle enquête ? Votre amie journaliste. Elle enquête sur quelque chose, non. C'est son métier. » Richard réalisa qu'Isabelle était plus observatrice qu'il ne l'avait cru. Il devait être plus prudent. « Oh ça, c'est pour un article sur les entrepreneurs lyonnais. Rien de passionnant. » Isabelle hocha la tête, mais son expression suggérait qu'elle n'était pas totalement convaincue. Cette nuit-là, Richard ne ferma pas l'œil. Dehors, Lyon scintillait sous les étoiles, indifférente aux drames humains qui se jouaient dans ses murs, quelque part dans cette ville. Ou ailleurs en France, Caroline était peut-être encore vivante. Et ici, à quelques mètres de lui, sa fille prenait soin d'inconnus, en ignorant tout de ses origines. Le destin avait-il vraiment pu les réunir par hasard ? Ou y avait-il une force supérieure qui guidait leurs pas vers cette vérité longtemps enfouie ? Demain, Marion interrogerait Dolores, et peut-être qu'enfin, après 30 ans de ténèbres, la lumière commencerait à percer. Marion gara sa Citroën devant la maison de retraite Les Jardins de Vienne, un établissement cossu aux murs recouverts de lierre. L'automne avait déjà commencé à teinter les feuilles d'or et de cuivre, créant une atmosphère mélancolique parfaitement adaptée à la gravité de sa mission. Dolores Fontaine, 82 ans, avait accepté de la recevoir après quelques réticences. Au téléphone, sa voix tremblait encore de cette peur qui ne l'avait jamais quittée depuis 1994. Marion la trouva dans le salon commun, une petite femme voûtée aux cheveux blancs soigneusement coiffés. Malgré son grand âge, ses yeux noirs conservaient cette vivacité qui avait permis à Marion de la convaincre de parler. « Madame Fontaine, je suis Marion Lefebvre. Asseyez-vous, » dit Dolores en désignant le fauteuil à côté du sien. « Mais je vous préviens, si on nous écoute, personne ne nous écoute, » rassura Marion en s'installant. « Et ce que vous me direz restera confidentiel. » Dolores la jaugea un moment, puis hocha lentement la tête. « J'ai attendu 30 ans avant de parler. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Racontez-moi ce qui s'est passé après l'enlèvement de Caroline. » Le visage de Dolores se crispa. Elle jeta un regard circulaire pour s'assurer qu'elles étaient bien seules. Monsieur Philippe était détruit. Il se reprochait tout. Il disait que c'était sa faute d'avoir témoigné contre cet homme. Dominique Chevalier. « Ne prononcez pas ce nom ici, » siffla Dolores. « Même aujourd'hui, même à mon âge, j'ai peur. » Marion baissa la voix. « Qu'est-ce qui vous fait si peur, Madame Fontaine ?» Dolores se pencha vers elle. Sa voix n'était plus qu'un murmure. 2 mois après la disparition de la petite Caroline, j'ai reçu une visite. Un homme, la cinquantaine, bien habillé. Il m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi de la part d'une amie. Elle fouilla dans son sac à main d'une main tremblante et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. Il m'a donné ça et un carnet. Il m'a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais les remettre à la famille Delacroix, mais seulement si j'étais sûre qu'il n'y avait plus de danger. Marion sentit son cœur s'emballer. Elle tendit les mains vers l'enveloppe, mais Dolores la retint. « Attendez, il faut que vous compreniez cet homme. Il était terrifié.
Il regardait sans arrêt par-dessus son épaule, comme s'il était suivi. Il m'a dit « Si quelqu'un vous demande ça, vous n'avez jamais vu personne. Votre vie en dépend. » Qui était cet homme? Il ne m'a jamais dit son nom. Mais il connaissait Caroline. Il parlait d'elle comme s'il l'avait vue récemment. Les mains de Marion tremblaient légèrement quand Dolores lui tendit enfin l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre rédigée d'une écriture maladroite, visiblement tracée dans l'urgence et l'émotion. « Mon Richard chéri, si tu lis cette lettre, c'est que l'homme à qui je l'ai confiée a tenu sa promesse. Je ne sais pas si je serai encore vivante quand elle te parviendra, mais il faut que tu saches. J'ai eu une petite fille, elle s'appelle Isabelle, ma petite Isa, ma raison de vivre dans cet enfer. Elle a tes yeux, Richard, et papa aurait été si fier d'elle. Je n'ai pas pu la garder. Ils m'ont dit qu'ils la tueraient, si je résistais. Alors j'ai supplié Marie, la cuisinière, de l'emmener loin d'ici, de la mettre en sécurité. Je lui ai donné la pulséra que tu m'avais offerte pour mes 10 ans, pour qu'Isa garde quelque chose de nous. Si tu retrouves ma fille, dis-lui que sa maman l'a aimée plus que tout au monde. Dis-lui que chaque jour sans elle était une torture, mais que savoir qu'elle était libre me donnait la force de continuer. Je t'aime, grand frère. Pardonne-moi de t'avoir fait tant de mal, Caroline. » Marion dut s'arrêter de lire. Les larmes lui brouillaient la vue. À côté d'elle, Dolores pleurait silencieusement. « Il y a autre chose, » murmura la vieille femme en sortant un carnet de cuir usé. L'homme m'a dit que c'était important, que ça pouvait faire tomber, lui. Marion ouvrit le carnet avec des gestes fébriles. Les pages étaient recouvertes de noms, de dates, de montants, une comptabilité minutieuse de corruption, de chantage, de trafic, et sur chaque page, en en-tête, le même nom, Dominique Chevalier. « Mon Dieu !» souffla Marion. « C'est la preuve de tout son réseau. » L'homme m'a dit que Caroline avait réussi à voler ça, qu'elle risquait sa vie chaque fois qu'elle recopiait une page. Marion photographiait rapidement chaque page avec son téléphone. Ce carnet était une bombe. Avec ça, elle pouvait faire tomber Chevalier et toute son organisation. Madame Fontaine, pourquoi avoir attendu si longtemps? Dolores essuya ses yeux avec un mouchoir froissé. Parce que j'avais peur. Et puis, je ne savais pas si Monsieur Richard était encore vivant, s'il cherchait encore Caroline. Sa voix se brisa. J'ai vu votre article sur lui dans le journal la semaine dernière. Alors j'ai su qu'il était temps. Marion serra la main de la vieille femme. Vous avez bien fait. Cette lettre va changer sa vie. 2 heures plus tard, hôpital Saint-Raphaël, Richard fit les 100 pas dans sa chambre depuis que Marion l'avait appelé pour lui annoncer qu'elle avait du lourd. L'attente le rendait fou. Quand Marion poussa enfin la porte, il se jeta littéralement sur elle. Alors, Marion sortit la lettre de son sac avec des précautions infinies. « Richard, assieds-toi. Ce que je vais te montrer va te bouleverser. » Il s'installa sur le bord du lit. Les mains tremblantes, Marion lui tendit la lettre sans un mot. Richard reconnut immédiatement l'écriture de Caroline. Cette écriture qu'il avait vue grandir sur les devoirs d'école, les petits mots doux, les listes de Noël. 30 ans plus tard, elle était différente, marquée par la peur et l'urgence. Mais c'était bien elle, ma petite Isa, lut-il à voix haute. Sa voix se brisa sur ces mots. Il continua sa lecture en silence, son visage passant par toutes les nuances de l'émotion. La stupeur, la joie, la douleur, la rage. Quand il eut terminé, il leva vers Marion des yeux rougis de larmes. Elle était enceinte. Ma Caroline a eu un enfant dans cet enfer. Richard, tu comprends ce que ça signifie. Isabelle n'est pas seulement ta nièce. C'est la fille de Caroline. Ta sœur était encore vivante en 1989. Richard relut la lettre, s'accrochant à chaque mot comme à une bouée de sauvetage. Ma petite Isa. C'est exactement ce que sœur Marguerite a lu sur le billet qui accompagnait Isabelle. Il n'y a plus aucun doute possible, confirma Marion. Isabelle est ta nièce. Richard se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, l'après-midi touchait à sa fin, quelque part dans cet hôpital. Isabelle continuait son service, ignorant qu'elle venait de retrouver sa famille. « Il faut que je fasse des tests génétiques », dit-il soudain. Pour en être absolument certain, Richard, cette lettre, je sais, mais j'ai besoin d'une preuve scientifique, quelque chose d'incontestable. Marion comprenait, après 30 ans de faux espoirs,
Richard avait besoin de certitudes absolues. Comment tu comptes t'y prendre? Un test d'avuncularité, il me faut juste un échantillon de salive d'Isabelle. Ce soir-là, quand Isabelle vint pour sa tournée de nuit, Richard avait préparé son plan. Il se plaignit d'avoir mal à la gorge et demanda si elle pouvait vérifier s'il n'avait pas d'infection. « Je vais prendre un échantillon pour analyse », dit Isabelle en préparant un écouvillon. Ouvrez grand la bouche. Pendant qu'elle prélevait l'échantillon sur sa gorge, Richard fit semblant de tousser et heurta maladroitement sa main. L'écouvillon tomba sur le drap. « Oh, pardon », s'excusa-t-il. « Je suis vraiment maladroit. »« Ce n'est rien », dit Isabelle en prenant un nouvel écouvillon. « Ça arrive. » Mais Richard avait récupéré discrètement le premier écouvillon. L'ADN d'Isabelle était dessus. Une fois seul, il appela son médecin personnel. Le docteur Morin, un vieil ami qui lui devait quelques services. « Bernard, j'ai besoin d'un test d'avuncularité en urgence. Discrétion absolue. »« Richard, qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas t'expliquer au téléphone, mais c'est vital. »« D'accord. Apporte-moi les échantillons demain matin. Tu auras les résultats dans 48 heures. » Richard raccrocha et regarda l'écouvillon dans sa main. Ce petit bout de coton pouvait confirmer ce que son cœur savait déjà. Isabelle était sa nièce, la fille de Caroline, le dernier lien qui le rattachait à sa sœur disparue. Il pensa à Caroline, quelque part, peut-être encore vivante. Cette lettre datait de 1999, mais elle pouvait être encore en vie aujourd'hui. Cette pensée était à la fois merveilleuse et terrifiante. Si Caroline vivait encore, cela signifiait qu'elle avait passé 30 ans en captivité, 30 ans de souffrance, de séparation d'avec sa fille. Cette idée lui donnait envie de hurler de rage. Mais cela signifiait aussi qu'il pouvait encore la sauver, qu'il n'était peut-être pas trop tard pour racheter sa faute, pour ramener sa petite sœur à la maison en attendant les résultats du test. Richard avait une mission, protéger Isabelle. Si Chevalier apprenait qu'elle était la fille de Caroline, la jeune femme serait en danger mortel. La vérité était enfin à portée de main, mais elle risquait de coûter très cher. Les 48 heures d'attente avaient été les plus longues de la vie de Richard. Il avait tourné en rond dans sa chambre d'hôpital comme un lion en cage, incapable de se concentrer sur autre chose que ce petit papier qui allait changer sa vie à jamais. Quand le docteur Morin l'appela enfin, Richard faillit laisser tomber son téléphone. « Richard, j'ai les résultats. » Alors, un silence qui parut durer une éternité. « C'est positif. Probabilité de lien de parenté avinculaire, 99,97%. Isabelle Moreau est bien ta nièce. » Richard s'effondra sur son lit, sûr. Submergé par un mélange d'euphorie et de douleur, Caroline, sa petite Caroline, avait survécu assez longtemps pour donner naissance à cette magnifique jeune femme. Et maintenant, il tenait la preuve scientifique que sa famille n'avait pas entièrement disparu. Il appela immédiatement Marion. « C'est confirmé », dit-il d'une voix étranglée. « Isabelle est ma nièce. » Putain, Richard, je savais qu'on avait raison, mais l'entendre officiellement... Marion, il faut qu'on retrouve Caroline, si elle était encore vivante en 1999. Elle l'est peut-être encore aujourd'hui. J'y ai pensé. J'ai passé les 2 derniers jours à analyser le carnet de Chevalier. Il y a des références à plusieurs propriétés, des noms de complices. Je pense qu'on peut remonter la piste. Où est-ce qu'on commence? Par le commencement? Marie, la cuisinière qui a aidé Caroline à faire sortir Isabelle, si on la retrouve, elle pourra peut-être nous dire où était retenue Caroline. Marion avait passé la nuit à éplucher les pages du carnet, entre les lignes de cette comptabilité morbide. Elle avait trouvé des références à une propriété près d'Aix-en-Provence, codée sous le nom Domaine Saint-Michel. Et surtout, elle avait trouvé des versements réguliers à une certaine M. Duclos, entre 1995 et 2001. M. Duclos pourrait être Marie, expliqua-t-elle à Richard. Si c'est le cas, elle a été payée pendant 6 ans. Soit elle était complice, soit elle était forcée de se taire. Grâce à ses contacts dans l'administration, Marion avait réussi à localiser une Marie Duclos, 68 ans, qui vivait maintenant dans un petit village près de Toulouse. Officiellement veuve, sans enfant, elle menait une existence discrète dans une maison modeste. « Tu veux que j'y aille seule ?» proposa Marion. « Non, cette fois, j'y vais avec toi. »« Richard, tu sors à peine de l'hôpital. »« J'y vais avec toi. » répéta-t-il avec une détermination qui ne souffrait aucune discussion. Le lendemain matin, Richard signa sa sortie contre avis médical. Il avait prétexté un retour urgent à Paris pour ses affaires, mais il avait retrouvé Marion sur le parking de l'hôpital. « Tu es sûr de ton coup ?»
demanda-t-elle en voyant sa mine défaite, plus sûre que jamais. Le trajet vers Toulouse se déroula dans un silence tendu. Richard regardait défiler le paysage automnal, l'esprit ailleurs. Dans quelques heures, il aurait peut-être des nouvelles de Caroline, après 30 ans de ténèbres. La lumière était peut-être au bout du tunnel. Marie Duclos habitait une petite maison en pierre dans le village de Saint-Bertrand, perdue dans la campagne toulousaine, quand elle ouvrit sa porte et vit Richard. Son visage devint livide. « Mon Dieu, vous ressemblez tellement à Caroline », termina Richard doucement. Marie acquiesça, les larmes aux yeux. Elle les fit entrer dans son salon rustique, meublé simplement mais avec goût. « Je savais que ce jour viendrait », dit-elle en s'asseyant lourdement dans son fauteuil. « J'ai prié pour ça, et je l'ai redouté en même temps. Marie, nous savons ce qui s'est passé, » dit Marion en sortant la lettre de Caroline. « Nous avons ça. » Marie reconnut immédiatement l'écriture de Caroline. Ses mains tremblèrent quand elle prit la lettre. Elle m'avait dit qu'elle essaierait de faire passer un message. Pauvre petite. Elle était si courageuse. « Racontez-nous, » dit Richard. « Tout, depuis le début. » Marie ferma les yeux, replongeant dans ses souvenirs douloureux qu'elle avait tenté d'oublier pendant des décennies. « J'ai commencé à travailler au domaine Saint-Michel en 1995. Officiellement, j'étais cuisinière pour Monsieur Chevalier quand il venait en week-end. En réalité, je m'occupais d'elle, de Caroline. Elle avait 11 ans quand je l'ai rencontrée, une petite chose terrifiée, enfermée dans une chambre au 2e étage. Elle ne parlait presque plus au début. Elle passait ses journées recroquevillée dans un coin, à dessiner sur des bouts de papier. Richard serra les poings. Imaginer sa petite sœur dans cet état lui donnait envie de tout casser. Qu'est-ce qu'il lui faisait ? Sa voix était dangereusement calme. Marie hésita, puis décida de dire la vérité. Au début, rien. Chevalier la gardait comme une assurance, pour être sûre que votre père ne parlerait plus. Mais quand elle a grandi, elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Richard avait compris. Sa petite sœur innocente avait subi l'indicible. Et l'enfant. Isabelle est née en septembre 1997. Caroline n'avait que 15 ans, mais elle l'a aimée dès la première seconde. Cette petite fille lui a redonné goût à la vie. Marie se leva et alla chercher une photo dans un tiroir. Elle la tendit à Richard avec précaution. « J'ai gardé ça, je n'aurais pas dû, mais... » Sur la photo, une jeune fille blonde tenait un bébé dans ses bras. Caroline, même amaigrie, même marquée par l'épreuve, Richard reconnut immédiatement sa sœur, et dans ses yeux, malgré tout, brillait un amour infini pour l'enfant qu'elle serrait contre elle. « Elle vous ressemble, » murmura Marie. « Isabelle, elle a vos yeux. » Richard ne pouvait détacher son regard de cette photo. Caroline vivante, Caroline mère, après tant d'années d'incertitude. La voir enfin. « Pourquoi avoir accepté d'emmener Isabelle ?» demanda Marion. « Parce que Caroline me l'a supplié. Elle savait que Chevalier finirait par s'en prendre à sa fille. Alors elle a tout planifié. Elle m'a donné la pulséra et une lettre pour vous. Elle m'a fait promettre de mettre Isabelle en sécurité et de ne jamais révéler d'où elle venait. Et Caroline, qu'est-ce qui lui est arrivé après ? » Le visage de Marie s'assombrit encore. « Je ne sais pas. Quand je suis revenue du voyage à Marseille, elle n'était plus là. Les hommes de Chevalier m'ont dit qu'elle avait été transférée ailleurs. Je n'ai jamais su où. Mais vous avez continué à être payé jusqu'en 2001. Pour mon silence, Chevalier voulait être sûr que je ne parlerais jamais. » Richard étudiait la photo avec une attention presque maladive. Sa sœur avait été vivante en 1989. 25 ans maintenant. Elle pouvait encore être quelque part. Marie, réfléchissez bien. Est-ce que Caroline a jamais mentionné d'autres endroits, d'autres propriétés de Chevalier ? Marie fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Elle parlait parfois d'un endroit près de la mer. Elle disait qu'il l'emmenait là-bas quand elle ne se tenait pas bien. Un endroit où personne ne pouvait l'entendre crier. Le sang de Richard se glaça dans ses veines. Vous vous souvenez d'autres détails ? Non, si... Attendez, une fois, elle a mentionné le nom d'une ville, quelque chose comme Cassis ou peut-être Bandol. Marion notait frénétiquement la côte méditerranéenne entre Marseille et Toulon. Plusieurs propriétés de Chevalier étaient répertoriées dans cette zone. Marie, c'est très important, dit Richard en se penchant vers elle. Vous pensez que Caroline pourrait être encore vivante ? Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Je prie pour ça tous les jours depuis 25 ans. Monsieur Richard,
Cette petite fille méritait tellement mieux. Au moment de partir, Marie attrapa le bras de Richard. « Si vous la retrouvez, dites-lui que je suis désolée. Désolée de ne pas avoir pu l'emmener elle aussi. Désolée de l'avoir laissée dans cet enfer. Vous avez sauvé sa fille, » répondit Richard avec émotion. Caroline vous en sera éternellement reconnaissante. Sur la route du retour, Richard et Marion roulaient en silence. Chacun digérait les révélations de Marie. Caroline avait peut-être survécu, quelque part sur la côte méditerranéenne. Elle attendait peut-être encore qu'on vienne la sauver. « On va la retrouver », dit finalement Marion. « Je te le promets. » Richard hocha la tête, le regard rivé sur la photo qu'il tenait entre ses mains, sa petite sœur serrant son bébé contre elle, dans cette prison dorée où Chevalier l'avait enfermée. Et après, « Ce salaud va payer », murmura-t-il. « Pour chaque jour qu'elle a passé loin de nous, pour chaque larme qu'elle a versée, il va payer. » Le portable de Marion vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Arrêtez de fouiner ou vous allez le regretter. » Marion montra le message à Richard. Son visage se durcit. « Ils savent qu'on se rapproche, » dit-elle. « Tant mieux, » répondit Richard. « Ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. » Mais au fond de lui, une angoisse sourde grandissait. Si les hommes de Chevalier les surveillaient, Isabelle était peut-être en danger. Et Caroline aussi, si elle était encore vivante, il fallait faire vite, très vite. Richard et Marion avaient passé 3 jours à écumer les propriétés de Chevalier entre Cassis et Bandol, 3 jours de fausses pistes, de portes fermées et de regards méfiants. Mais Marion avait fini par dénicher une information cruciale grâce à ses contacts dans l'administration hospitalière. « Richard, j'ai trouvé quelque chose », annonça-t-elle au téléphone, la voix tremblante d'excitation. Une femme qui correspond au profil de Caroline. Elle s'appelle Hélène Perrin, 40 ans. Elle fait de l'hémodialyse 3 fois par semaine à l'hôpital de Toulouse. Hémodialyse, insuffisance rénale chronique, d'après le dossier médical que j'ai pu consulter, discrètement, elle souffre de séquelles compatibles avec des années de malnutrition et de stress. Richard sentit son cœur s'emballer. Après tant d'années de captivité, il était logique que Caroline ait développé des problèmes de santé. « Tu es sûr que c'est elle ?»« Pas encore. Mais Richard, cette femme n'a aucun antécédent médical avant 2001, comme si elle n'avait pas existé avant cette date, et elle paie comptant, toujours comptant, jamais de carte bancaire, jamais de chèque. C'était exactement le profil de quelqu'un qui vivait caché, sous une fausse identité. « Je fonce à Toulouse », décida Richard. « Attends, tu ne peux pas débarquer comme ça dans le service d'hémodialyse. Et si ce n'est pas elle, et si tu la terrifies ?» Marion avait raison. Il fallait procéder avec prudence. Mais Richard n'en pouvait plus d'attendre. Chaque minute qui passait lui semblait une éternité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait du repérage. En douceur, je connais quelqu'un qui travaille dans cet hôpital. Pendant ce temps, à Lyon, Isabelle Moreau terminait son service de nuit à l'hôpital Saint-Raphaël. Depuis le départ précipité de Richard Delacroix, elle ne cessait de penser à cet homme troublant qui l'avait regardé avec tant d'intensité. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux, une reconnaissance qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Ce matin-là, elle avait reçu une demande inhabituelle de sa hiérarchie, accompagner un patient en ambulance jusqu'à l'hôpital de Toulouse pour des examens spécialisés. Isabelle avait accepté sans hésiter. Elle aimait ces missions qui sortaient de l'ordinaire. Le trajet en ambulance se déroula sans problème. Monsieur Bergeron, un retraité de 75 ans, avait besoin d'examens cardiaques que seul l'hôpital de Toulouse pouvait pratiquer. Isabelle veillait sur lui avec son attention habituelle, lui tenant la main quand l'angoisse le prenait. « Vous êtes un ange », lui dit-il tandis qu'ils arrivaient aux urgences toulousaines. « Ma fille a votre âge, j'aimerais qu'elle ait votre générosité. » Isabelle sourit en l'aidant à descendre du brancard. Ces moments d'humanité pure étaient ce qui l'avait poussée vers le métier d'infirmière. Pendant que M. Bergeron passait ses examens, Isabelle avait quelques heures devant elle. Elle décida de visiter l'hôpital, curieuse de voir comment travaillaient ses collègues toulousains. C'est en passant devant le service d'hémodialyse qu'elle la vit, une femme d'une 40aine d'années, assise près de la fenêtre, reliée à la machine par un cathéter, blonde, très mince, le visage marqué par la fatigue et la souffrance. Mais ce n'était pas son apparence qui avait attiré l'attention d'Isabelle. C'était son geste, cette façon particulière de repousser une mèche de cheveux derrière son oreille, avec le dos de la main plutôt qu'avec les doigts,
Un geste que Isabelle faisait elle-même, inconsciemment, depuis l'enfance. Un geste que les Moreau avaient toujours trouvé amusant et qu'ils appelaient la signature d'Isabelle. Troublée, Isabelle s'approcha de la vitre qui séparait le couloir de la salle de soins. La femme, Hélène d'après le tableau affiché, lisait un vieux magazine, mais semblait ailleurs, perdue dans ses pensées. Soudain, Hélène leva les yeux et croisa le regard d'Isabelle à travers la vitre. Le temps sembla suspendu. 2 regards noisettes qui se miraient, se reconnaissaient, sans se comprendre. Hélène laissa tomber son magazine. Sa main libre se porta instinctivement à sa gorge, comme si elle venait de voir un fantôme. Ses lèvres remuèrent silencieusement, prononçant un mot qu'Isabelle ne put entendre, mais qu'elle crut deviner. Isa. Isabelle sentit un frisson la parcourir. Pourquoi cette inconnue l'appelait-elle par son diminutif? Et pourquoi avait-elle l'impression de la connaître? Une infirmière l'interpella dans son dos. « Vous cherchez quelque chose ?»« Non, enfin si, » balbutia Isabelle. « Cette patiente-là, Hélène Perrin, elle va bien. »« Oh, Madame Perrin, ça fait des années qu'elle vient ici, une femme très discrète, très polie. Pourquoi ? Pour rien, j'ai cru la reconnaître. » Quand Isabelle se retourna vers la vitre, Hélène avait fermé les yeux, mais ses joues étaient humides de larmes. 2 heures plus tard, Richard et Marion arrivaient à l'hôpital de Toulouse, quand Isabelle en ressortait avec son patient stabilisé. Le hasard fit qu'ils se croisèrent dans le hall d'accueil. « Monsieur Delacroix » s'exclama Isabelle, surprise. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Richard se figea. Il n'avait pas prévu cette rencontre. « Isabelle, quelle coïncidence. J'accompagne une amie pour des examens. » Marion salua poliment. Mais Richard sentait bien qu'Isabelle n'était pas dupe. La jeune femme les observait avec cette perspicacité qui la caractérisait. « Vous allez bien au moins ? Vous étiez encore hospitalisé hier. »« Ça va très bien, merci. » Richard cherchait désespérément un moyen de détourner la conversation. « Et vous ? Que faites-vous à Toulouse ? Transfert de patients, rien d'extraordinaire. » Isabelle marqua une pause, puis ajouta « Il m'est arrivé quelque chose de bizarre tout à l'heure. » Le cœur de Richard s'emballa. « Ah bon ? J'ai vu une femme au service d'hémodialyse. Je ne la connaissais pas, mais j'ai eu l'impression... Enfin, c'est stupide. Quoi donc ? J'ai eu l'impression qu'elle me reconnaissait, et moi aussi, d'une certaine façon, comme si on s'était déjà rencontrés, mais impossible de me rappeler où. » Richard échangea un regard furtif avec Marion. Si Isabelle avait ressenti quelque chose en voyant cette femme, cette patiente, elle s'appelait comment ? Demanda Marion d'un ton qu'elle voulait détacher. Hélène Perrin, pourquoi ? Le nom flotta dans l'air comme une évidence. Richard sentit ses jambes se dérober sous lui. Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Monsieur Delacroix, ça va pas ?» s'inquiéta Isabelle en se précipitant vers lui. « C'est rien ? Un petit malaise. L'émotion, sûrement. » Mais Isabelle n'était pas dupe. Elle voyait bien que cette simple mention du nom d'Hélène Perrin avait provoqué chez cet homme une réaction disproportionnée. « Vous la connaissez ?» demanda-t-elle directement. Richard chercha ses mots. Il ne pouvait plus mentir, plus esquiver. Le destin venait de forcer leurs mains. « Isabelle, » dit-il doucement, « il faut qu'on parle, tous les 3. » Tous les 3. Marion s'approcha. « Isabelle, ce que Monsieur Delacroix va vous dire va changer votre vie. Êtes-vous prête à entendre une vérité qui bouleversera tout ce que vous croyez savoir sur vous-même » Isabelle les regarda tour à tour. Dans leurs yeux, elle lisait une gravité qui lui fit froid dans le dos. « Ça concerne mes origines, c'est ça. » Richard hocha lentement la tête. « Ça concerne votre famille, Isabelle. Votre vraie famille. » Ils trouvèrent un coin tranquille, dans la cafétéria de l'hôpital. Richard avait demandé au père Elias, l'aumônier de l'hôpital Saint-Raphaël qu'il connaissait, de les rejoindre. Il pensait qu'Isabelle aurait besoin d'un soutien spirituel pour encaisser ce qui allait suivre. Le père Elias arriva 1 heure plus tard. Un homme de 60 ans aux cheveux blancs et au regard bienveillant. Richard lui avait tout expliqué au téléphone. « Isabelle, » commença Richard quand ils furent tous installés, « je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître incroyable, mais chaque mot est vrai. » Il sortit la lettre de Caroline et la posa sur la table. « Cette lettre a été écrite par votre mère biologique. Elle s'appelle Caroline Delacroix. Elle est ma sœur. » Isabelle fixa la lettre comme si c'était un serpent venimeux. « Votre sœur, ma petite sœur,
disparue quand elle avait 10 ans, enlevée par un homme qui voulait faire du mal à notre famille. Elle a survécu. Isabelle. Elle a survécu et elle vous a donné la vie. » Les mains d'Isabelle tremblaient. Quand elle prit la lettre, elle reconnut immédiatement l'écriture maladroite, tracée dans l'urgence et l'émotion. « Ma petite Isa » lut-elle à voix haute, sa voix se brisant sur ses mots. Quand elle eut terminé sa lecture, des larmes coulaient librement sur ses joues. « Cette pulséra » murmura-t-elle en touchant son poignet. « C'est vous qui l'aviez offerte à votre sœur, pour ses 10 ans, quelques jours avant qu'elle disparaisse. » Isabelle regarda Richard avec des yeux nouveaux. Dans ses traits, elle commençait à voir des ressemblances qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. « Et cette femme, Hélène, vous pensez que c'est votre mère, Caroline ?» La voix de Richard était à peine audible. « Après 25 ans, je pense qu'on l'a enfin retrouvée. » Le silence qui suivit était assourdissant. Isabelle digérait l'information, tentant de réorganiser mentalement toute sa vie autour de cette révélation. « Vous en êtes sûre ?» demanda-t-elle finalement. « J'ai fait faire des tests génétiques, » avoua Richard. « Vous êtes ma nièce, Isabelle. » Officiellement, scientifiquement, indiscutablement. Isabelle se leva brusquement et fit quelques pas, comme si elle avait besoin d'espace pour respirer. « Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment, » dit-elle en se retournant vers eux. « Et maintenant qu'il arrive, je ne sais pas quoi ressentir. » Le père Elias posa une main apaisante sur son épaule. « C'est normal, mon enfant. Prenez le temps qu'il vous faut. Cette femme, Caroline, ma mère, elle est là, maintenant, dans cet hôpital. » Richard hocha la tête. « Si c'est bien elle, oui. » Isabelle regarda en direction du service d'hémodialyse. « Je veux la voir, » dit-elle d'une voix ferme. « Je veux voir ma mère. » Le couloir menant au service d'hémodialyse n'avait jamais paru si long à Richard. À ses côtés, Isabelle avançait d'un pas hésitant, sa main serrant inconsciemment la pulséra à son poignet. Marion et le père Elias fermèrent la marche, prêts à soutenir cette jeune femme dont l'univers venait de basculer. « Et si ce n'est pas elle ?» murmura Isabelle pour la 10e fois. « Et si c'est elle ?» répondit doucement Richard. Ils s'arrêtèrent devant la porte vitrée du service, à travers la cloison transparente. Ils aperçurent Hélène Perrin, toujours reliée à sa machine de dialyse. Elle regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Ignorant qu'à quelques mètres d'elle se tenait l'homme qui la cherchait depuis 30 ans, Richard prit une profonde inspiration. 30 ans d'attente, de recherche vaine, de faux espoirs. Et maintenant, peut-être, la fin du cauchemar, je vais y aller seul d'abord, dit-il. Si c'est vraiment Caroline, le choc sera énorme pour elle aussi. Il poussa la porte et entra dans le service. L'infirmière de garde leva les yeux de son dossier. « Bonjour, vous cherchez quelqu'un ? J'aimerais voir Madame Perrin, c'est personnel. » L'infirmière jeta un coup d'œil vers Hélène. « Elle n'a jamais de visite. Vous êtes de la famille. » Quelque chose comme ça. Richard s'approcha lentement du fauteuil où était installée Hélène. Plus il se rapprochait, plus la ressemblance avec Caroline enfant devenait évidente. Malgré les années, malgré la souffrance qui avait creusé son visage, c'était bien sa petite sœur. Hélène tourna la tête vers lui, et leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Dans les yeux de cette femme brisée, Richard retrouva soudain l'éclat malicieux de Caroline à 10 ans. La même couleur noisette, la même forme en amande, la même intelligence vive malgré la douleur. « Mon Dieu !» souffla Hélène. « Richard !» Sa voix était différente, marquée par les années et la souffrance. Mais Richard y reconnut immédiatement l'intonation de sa sœur. « Caroline !» murmura-t-il en s'effondrant à genoux près de son fauteuil. Ils restèrent un long moment à se regarder, incapables de parler, submergés par l'émotion. Hélène tendit sa main libre vers le visage de Richard, traçant ses traits du bout des doigts, comme pour s'assurer qu'il était réel. « Tu as vieilli ?» dit-elle avec un petit sourire tremblant. « Toi aussi ?» Ils éclatèrent en sanglots au même moment. 30 ans de séparation, de douleur, de culpabilité s'évaporèrent dans cette étreinte impossible, entravée par les tubes de la dialyse. « Je te croyais mort », avoua Caroline entre deux sanglots. « Ils m'ont dit que vous étiez tous morts dans un accident. Et moi, je te croyais, je n'osais plus espérer. » L'infirmière s'était discrètement éloignée, comprenant qu'elle assistait à quelque chose d'exceptionnel. « Richard, il faut que tu saches, » dit Caroline d'une voix pressante. « Isabelle, ma fille, elle est en vie.
Je l'ai sauvée. Elle doit avoir 25 ans maintenant, si tu la retrouves. Caroline, l'interrompit Richard en prenant sa main. Elle est ici. Isabelle est ici. Le visage de Caroline se décomposa. Quoi? Comment? Elle va bien. Elle est en sécurité. Elle va très bien. Et elle sait tout maintenant. Elle sait qu'elle est ta fille, qu'elle est ma nièce. Caroline ferma les yeux. Submergée par l'émotion. Je veux la voir, chuchota-t-elle. S'il te plaît, je veux voir ma fille. Richard se tourna vers la porte vitrée et fit signe à Isabelle. La jeune femme hésita un instant, puis poussa la porte avec une détermination nouvelle. Quand Caroline vit Isabelle s'approcher, elle porta ses mains à sa bouche pour étouffer un cri. Sa fille, sa petite Isa, était devenue cette magnifique jeune femme qui avançait vers elle avec grâce et compassion. « Maman » dit simplement Isabelle en s'arrêtant près du fauteuil. Ce simple mot brisa le cœur de Caroline. Elle tendit les bras vers sa fille, et Isabelle se pencha pour l'embrasser. L'étreinte fut maladroite à cause des équipements médicaux, mais d'une intensité extraordinaire. « Ma petite Isa » sanglota Caroline. « Ma petite fille chérie, tu es devenue si belle. »« Pourquoi tu ne m'as jamais cherchée ?» demanda Isabelle, la voix brisée par l'émotion. « Parce que je ne pouvais pas, parce qu'il m'avait dit qu'il te tuerait si j'essayais, parce que te savoir libre et en vie était la seule chose qui me donnait la force de continuer. » Isabelle découvrait le visage de sa mère, cherchant des ressemblances, des signes de reconnaissance. Dans les traits marqués par la souffrance, elle retrouvait sa propre forme de nez, la courbe de ses lèvres. « J'ai gardé ta pulséra, » dit-elle en montrant son poignet, « depuis toujours. » Caroline sourit à travers ses larmes. « Ton oncle me l'avait offerte pour mes 10 ans, quelques jours avant que tout bascule. » Richard observait cette scène avec un mélange de joie et de douleur. Sa famille se reconstituait sous ses yeux, mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux 30 années perdues, aux souffrances endurées. « Caroline, » dit-il doucement, « il faut qu'on parle de Chevalier. Il faut qu'on porte plainte, qu'on le fasse arrêter. » Le visage de Caroline se durcit instantanément. « Non, tu ne comprends pas, Richard. Cet homme a encore du pouvoir. Encore des hommes, si on le dénonce. Il s'en prendra à Isabelle. Il ne peut plus rien nous faire, » insista Richard. « Nous avons des preuves maintenant. Le carnet que tu as volé, ta lettre, le témoignage de Marie. » Marie. Caroline écarquilla les yeux. Marie Duclos. Elle est encore vivante. On l'a retrouvée. Elle nous a tout raconté. Comment tu l'as suppliée d'emmener Isabelle. Comment tu as tout organisé pour sauver ta fille. Caroline ferma les yeux, submergée par les souvenirs. Cette femme m'a sauvé la vie. Sans elle, je n'aurais jamais eu le courage de me séparer d'Isabelle. Marion, qui était restée discrètement en retrait, s'approcha. Caroline, nous avons le carnet de Chevalier. Avec votre témoignage, nous pouvons faire tomber toute son organisation. Vous ne comprenez pas, répéta Caroline avec véhémence. Cet homme est un monstre, même en prison. Il trouvera un moyen de nous atteindre. Alors on fait quoi ? Demanda Isabelle. On se cache pour le reste de nos vies. Caroline regarda sa fille avec une fierté mêlée d'angoisse. Tu as grandi courageuse. Comme ton oncle. J'ai grandi libre, corrigea Isabelle. Grâce à ton sacrifice. Mais maintenant, il faut qu'on arrête de fuir. Le père Elias, qui avait assisté silencieusement à ces retrouvailles, prit la parole. Caroline, votre fille a raison. La vérité finit toujours par triompher. Et vous n'êtes plus seule maintenant. Caroline regarda tour à tour Richard, Isabelle, Marion et le prêtre. Pour la première fois depuis 30 ans, elle n'était plus seule face à Chevalier. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on peut gagner contre lui ? Parce qu'on a quelque chose qu'il n'a pas, répondit Richard. On a l'amour d'une famille qui refuse d'être séparée à nouveau. Caroline resta silencieuse un long moment, pesant le pour et le contre. Dans ses yeux, Richard voyait se livrer un combat entre la peur qu'il habitait depuis 30 ans et l'espoir d'une liberté enfin possible. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais à une condition. Laquelle ? Si ça tourne mal, si Chevalier s'en prend à Isabelle, vous me promettez de la mettre en sécurité, même si ça veut dire que je ne la reverrai plus jamais. »« Maman, non !» protesta Isabelle. « On ne se quittera plus jamais, plus jamais. » Elle prit la main de sa mère et la serra fort. « On va affronter ça ensemble, en famille. » Richard sentit sa gorge se serrer. Cette jeune femme qu'il avait vue grandir de loin, sans le savoir, était bien la digne fille de Caroline. La même force,
le même refus de l'injustice. Ensemble, répéta-t-il en posant sa main sur celle d'Isabelle et Caroline. Marion documenta discrètement cette scène avec son téléphone. Ces images feraient la partie du dossier qu'elle était en train de constituer contre Chevalier. Mais plus que des preuves, c'était l'histoire d'une famille qui renaissait de ses cendres. Dehors, l'orage qui menaçait depuis le matin commençait à gronder, comme si la nature elle-même pressentait que la bataille finale approchait, dans quelques heures. Chevalier saurait que Caroline avait été retrouvée. Dans quelques heures, 30 ans de silence prendraient fin. Mais pour l'instant, dans cette chambre d'hôpital anonyme, une mère serrait sa fille dans ses bras pour la première fois depuis 25 ans, et un frère regardait sa sœur retrouvée avec des larmes de joie. La famille Delacroix était enfin réunie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les retrouvailles. Caroline avait quitté l'hôpital de Toulouse pour s'installer temporairement chez Richard à Lyon. Isabelle passait tout son temps libre avec sa mère retrouvée, rattrapant 30 années de séparation par des conversations qui duraient des heures. Marion avait méthodiquement constitué un dossier béton contre Chevalier, le carnet de comptes, la lettre de Caroline, le témoignage de Marie Duclos, tout convergeait vers le même homme. Elle s'apprêtait à publier son enquête dans Le Monde quand l'orage éclata. Ce soir-là, Richard était resté tard dans son bureau lyonnais pour finaliser la création de la Fondation Caroline. Il voulait que tout soit prêt avant l'arrestation de Chevalier, que quelque chose de beau naisse de tant d'années de souffrance. Vers 22 heures, son téléphone vibra, un numéro inconnu. « Monsieur Delacroix, ici, l'hôpital Saint-Raphaël. Il y a eu un problème. Votre sœur. » Richard sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un homme s'est présenté comme un membre de votre famille. Il a réussi à l'emmener hors de l'hôpital. La sécurité s'en est aperçue trop tard. Caroline a été enlevée, rugit Richard dans le téléphone. Nous avons prévenu la police, et votre nièce aussi, elle arrive. Richard raccrocha et appela immédiatement Marion. Ils ont pris Caroline, dit-il d'une voix blanche. Putain, comment ? Je ne sais pas. Je fonce à l'hôpital. Pendant ce temps, dans un entrepôt désaffecté aux abords de Lyon, Caroline était attachée sur une chaise face à Mathieu Loup, l'ancien bras droit de Chevalier. L'homme, la cinquantaine, le crâne rasé et le regard froid, tournait autour d'elle comme un prédateur. « Alors, la petite Caroline ?» ricana-t-il. « 30 ans que le patron te cherche. Il va être content de te revoir. » Caroline garda le silence, mais son cœur battait la chamade. Elle avait reconnu Lou dès qu'il était entré dans sa chambre d'hôpital déguisé en infirmier, ce salaud qui l'avait torturé pendant des années. « Tu croyais vraiment pouvoir t'en tirer comme ça, témoigner contre Monsieur Chevalier ? Je n'ai encore rien dit, mais tu comptais le faire, et ta petite réunion de famille, tu pensais qu'on n'était pas au courant ?» Lou sortit son téléphone et composa un numéro. « Patron, on la tient. Oui, elle est là. D'accord, j'attends vos ordres. » Il raccrocha et sourit méchamment. « Le patron arrive. Il a des comptes à régler avec toi. » Caroline ferma les yeux. Après toutes ces années de liberté relative, elle se retrouvait à nouveau entre les mains de ses bourreaux. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Richard et Isabelle allèrent la chercher, à l'hôpital Saint-Raphaël. L'agitation était à son comble. Richard était arrivé en trombe, suivi de près par Isabelle et Marion. La police était déjà sur place, interrogeant le personnel. « Comment c'est possible ?» demandait Richard au responsable de la sécurité. « Ma sœur était en protection. L'homme avait une carte d'identité au nom de Paul Delacroix. Il prétendait être votre cousin, et Madame Caroline l'a suivi sans résister. » « Parce qu'elle le connaissait ?» intervint Isabelle. Livide, cet homme fait partie de l'organisation de Chevalier. Le commissaire Martineau, un homme bedonnant au visage fatigué, s'approcha du groupe. « Monsieur Delacroix, j'ai besoin que vous me disiez tout. Depuis le début, » Richard hésita. Révéler l'affaire Chevalier maintenant pourrait compromettre la sécurité de Caroline. Mais ne rien dire pourrait la condamner. « Commissaire, ma sœur a été retenue prisonnière pendant 30 ans par un homme nommé Dominique Chevalier. Si elle a été enlevée ce soir, c'est parce qu'elle s'apprêtait à témoigner contre lui. » Marion sortit son carnet. « J'ai toutes les preuves, » dit-elle. Chevalier dirige un réseau de corruption et de trafic humain depuis les années 90. Le commissaire feuilleta rapidement les documents que lui tendait Marion. « Bon Dieu, si c'est vrai, pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir plus tôt ? » « Parce qu'on voulait protéger Caroline, » répondit Isabelle. Et maintenant, ils l'ont reprise. Le téléphone de Richard sonna. Numéro masqué.
Monsieur Delacroix. Une voix rocailleuse, marquée par l'âge et la méchanceté. Ici Dominique Chevalier. Richard mit le haut-parleur d'un geste. Le commissaire fit signe à ses hommes de lancer la procédure de localisation. Où est ma sœur, ordure? Toujours aussi impoli, jeune homme. Caroline va très bien, pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous cessiez de fouiner dans mes affaires, que votre ami journaliste détruise son dossier, et que vous disparaissiez tous de ma vie. Et en échange. Caroline reste en vie, sinon, la communication fut coupée. Richard serra les poings. On va les retrouver, assura le commissaire. Mes équipes sont déjà en route vers toutes les propriétés connues de Chevalier. Mais Richard savait que ce ne serait pas suffisant. Chevalier avait eu 30 ans pour préparer ses planques. C'est alors qu'Isabelle eut une idée. « Le carnet », dit-elle soudain. Maman a volé le carnet de Chevalier il y a 25 ans, mais s'il tenait une comptabilité aussi précise, il a sûrement continué après. Marion acquiesça. « Tu as raison, et s'il suit la même méthode, ces nouvelles planques doivent être codées de la même façon. » Elle sortit le carnet et l'étala sur une table, avec l'aide d'Isabelle. Elles commencèrent à décrypter les codes. « Là !» dit Isabelle en montrant une ligne. « Entrepôt lit 47. Ça pourrait être Lyon, zone 47. » Marion vérifia sur son téléphone. « Zone industrielle de Vénissieux. Il y a plusieurs entrepôts abandonnés là-bas. » Le commissaire mobilisa immédiatement ses équipes. Mais quand ils arrivèrent sur place, l'orage qui menaçait depuis la soirée éclata avec une violence inouïe. Dans l'entrepôt, Caroline entendait le tonnerre gronder au-dessus de leur tête. Chevalier était arrivé 1 heure plus tôt, et elle avait été choquée de voir à quel point il avait vieilli. À 75 ans, le patriarche n'était plus que l'ombre de lui-même. Mais ses yeux conservaient toute leur cruauté. « Ma chère Caroline », avait-il dit en s'approchant d'elle, « tu as causé beaucoup de tracas à un vieil homme. » Pas assez visiblement, il l'avait giflé, mais sans la force d'autrefois. « Tu vas appeler ton frère, tu vas lui dire que tout va bien, que tu es parti de ton plein gré, et qu'il doit arrêter ses recherches. Jamais. Alors tu mourras, et ta fille aussi. Ma fille est en sécurité. Tu crois ça ? » Chevalier sourit méchamment. « Loupe, montre-lui. » Lou sortit son téléphone et lui montra une photo d'Isabelle sortant de l'hôpital quelques heures plus tôt. « Elle est si jolie. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. » Caroline sentit la panique la gagner. Ils allaient s'en prendre à Isabelle. C'est à ce moment que les projecteurs de la police illuminèrent l'entrepôt. Des voix amplifiées résonnèrent. « Police, l'entrepôt est cerné! Sortez les mains en l'air !» Chevalier jura et fit signe à Lou. « Emmène la femme, on sort par derrière. » Mais Lou n'eut pas le temps de détacher Caroline. La porte principale explosa, et les policiers firent irruption, suivis de Richard et Isabelle. « Lâchez-la !» cria Richard, en voyant Lou tenir un couteau sous la gorge de Caroline. « Reculez ou je la tue !» hurla Lou. C'est alors qu'Isabelle fit quelque chose d'inattendu. Forte de son expérience d'infirmière face aux situations d'urgence, elle évalua rapidement la situation et remarqua que Lou tremblait de nervosité. « Monsieur Lou, » dit-elle d'une voix calme et professionnelle. « Vous saignez du nez. Vous faites peut-être un pic d'hypertension. Si vous ne vous calmez pas, vous risquez l'AVC. » Déstabilisée par cette remarque inattendue, Lou porta instinctivement sa main libre à son nez. Caroline en profita pour se libérer et donner un coup de pied dans le tibia de son ravisseur. Richard se jeta sur Lou tandis que les policiers maîtrisaient Chevalier. Dans la bagarre, Richard reçut un coup de couteau à l'épaule, mais Isabelle fut immédiatement à ses côtés. « Tonton, ne bougez pas », dit-elle en appliquant une pression sur la blessure. « Maman, aidez-moi ». Caroline, libérée de ses liens par un policier, accourut près de sa fille. Ensemble, elles stabilisèrent Richard en attendant l'arrivée des secours. « Ça va aller », assura Isabelle. La lame n'a touché aucun organe vital. Pendant ce temps, Marion était en ligne avec sa rédaction. « Oui, je confirme. Dominique Chevalier vient d'être arrêté. Envoyez l'article. » Dehors, l'orage se calmait. La tempête était passée. Dans l'ambulance qui l'emmenait vers l'hôpital, Richard tenait la main de Caroline, tandis qu'Isabelle surveillait ses constantes. « C'est fini », murmura-t-il. « C'est vraiment fini cette fois. » Caroline sourit à travers ses larmes. « Grâce à notre petite infirmière courageuse. » Isabelle rougit. « J'ai juste fait mon travail, sauver les gens. C'est ma spécialité. Notre spécialité, » corrigea Richard. « Maintenant, on forme une équipe. » « Oui,
songea Caroline en regardant sa fille et son frère. Enfin, ils formaient une vraie famille. 6 mois plus tard, palais de justice de Lyon. La salle d'audience était bondée, journalistes, victimes d'autres affaires liées au réseau Chevalier. Curieux attirés par le retentissement médiatique de cette affaire qui avait défrayé la chronique, au premier rang, Richard, Isabelle et Marion attendaient le moment crucial, le témoignage de Caroline. L'enquête avait révélé l'ampleur du réseau criminel de Dominique Chevalier. 30 ans de corruption, de chantage, de trafic humain, le carnet volé par Caroline avait permis de démanteler toute l'organisation et d'arrêter une quinzaine de complices. Chevalier lui-même, malgré ses 75 ans, avait été maintenu en détention. Ses avocats avaient bien tenté de plaider l'âge et la maladie, mais les preuves étaient accablantes. L'accusation appelle Madame Caroline Delacroix à la barre, annonça le président du tribunal. Caroline se leva avec une grasse nouvelle. Ses 6 mois de liberté, entourée de sa famille retrouvée, avaient effacé une partie des stigmates de sa captivité. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante, et ses cheveux avaient retrouvé leur éclat doré d'autrefois. En passant devant le box des accusés, elle croisa le regard de Chevalier. L'homme qui avait détruit sa jeunesse la fixait avec une haine froide, mais Caroline ne baissa pas les yeux. Elle n'était plus la petite fille terrorisée d'autrefois. « Madame Delacroix », commença le procureur, « pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé le 15 juin 1994 ?» Caroline prit une profonde inspiration. Richard lui avait dit qu'elle n'était pas obligée de revivre ce cauchemar en public, mais elle avait insisté. Il fallait que la vérité éclate au grand jour. J'avais 10 ans. Je jouais dans le jardin de nos parents à Neuilly quand une voiture s'est arrêtée devant le portail. 2 hommes en sont sortis. Ils m'ont dit qu'ils étaient des amis de papa, qu'ils m'attendaient. J'étais une enfant confiante. Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua avec courage. Ils m'ont emmenée dans une propriété en Provence. Monsieur Chevalier m'y attendait. Il m'a expliqué que j'étais son invitée et que je resterais là tant que papa n'aurait pas compris la leçon. Dans le public, Richard serrait les poings. Entendre ces détails lui retournait l'estomac. Combien de temps êtes-vous resté dans cette propriété ? Environ 3 ans. Puis ils m'ont transféré dans un autre endroit, plus isolé, près de la côte. C'est là que j'ai grandi, que j'ai eu ma fille. Caroline regarda Isabelle, puisant dans son regard la force de continuer. Monsieur Chevalier m'avait fait comprendre que si mes parents tentaient quoi que ce soit, je serais tuée, et quand Isabelle est née, la menace s'est étendue à elle. Parlez-nous de votre fille. Isabelle était ma lumière dans les ténèbres, mais au fur et à mesure qu'elle grandissait, je savais que Chevalier finirait par s'en prendre à elle aussi. Alors j'ai tout organisé pour la faire sortir de cet enfer. Caroline raconta comment elle avait convaincu Marie Duclos d'emmener Isabelle, comment elle avait volé le carnet de comptes de Chevalier, page par page, au péril de sa vie. Pourquoi avoir volé ce carnet ? Parce que je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait me chercher et qu'il faudrait des preuves pour faire tomber ce monstre. Chevalier se leva brusquement dans son box. « C'est un tissu de mensonges, cette femme. Asseyez-vous, » tonna le président. « Vous aurez la parole plus tard. » Mais Caroline se tourna vers lui avec un calme olympien. « Monsieur Chevalier, vous avez volé 30 ans de ma vie. Vous m'avez séparé de ma famille, de ma fille. Mais vous n'avez pas réussi à briser mon âme. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis libre. Et vous qui êtes en cage. » Un murmure parcourut l'assistance. Cette femme qui avait survécu à 3 décennies d'enfer venait de clouer le bec à son bourreau avec une dignité saisissante. Le témoignage de Caroline dura encore 2 heures. Elle répondit à toutes les questions avec précision, détaillant l'organisation du réseau, les complicités, les crimes dont elle avait été témoin. Quand elle redescendit de la barre, Isabelle se leva pour l'embrasser. « Je suis fière de toi, maman. Et moi, je suis fière de la femme que tu es devenue sans moi. » 3 heures plus tard, le verdict tomba en fin d'après-midi. Dominique Chevalier était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement, séquestration, viol, corruption et association de malfaiteurs. Ses complices écopèrent de peines allant de 10 à 20 ans de prison. Mathieu Loup, qui avait tenté de négocier sa peine en chargeant son patron, fut condamné à 15 ans ferme à la sortie du palais. Richard, Caroline et Isabelle furent assaillis par les journalistes. Marion, qui avait couvert le procès pour Le Monde, les protégea de son mieux. « Comment vous sentez-vous après ce verdict ?» cria un reporter. « Soulagé » répondit simplement Richard. «
Justice a enfin été rendue. Et vous, Madame Delacroix, que comptez-vous faire maintenant ? Caroline sourit pour la première fois depuis des mois. Vivre, simplement vivre, rattraper le temps perdu avec ma famille. 1 an plus tard, terrasse de l'hôpital Saint-Raphaël, le soleil couchant baignait Lyon d'une lumière dorée. Sur la terrasse du dernier étage de l'hôpital, une petite cérémonie se déroulait. Richard inaugurait officiellement la Fondation Caroline, dédiée à l'aide aux victimes de trafic humain et au financement de bourses d'études pour jeunes défavorisés. Caroline, en rémission complète de ses problèmes rénaux grâce à un traitement innovant financé par Richard, coupait le ruban symbolique entouré de sa famille. Cette fondation, déclara-t-elle devant l'assistance, n'effacera jamais les souffrances du passé, mais elle permettra peut-être d'éviter que d'autres enfants vivent ce que j'ai vécu. Isabelle, qui avait accepté de devenir l'ambassadrice de la fondation tout en continuant son travail d'infirmière, prit la parole à son tour. Ma mère m'a appris que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut survivre. Cette fondation, c'est cet espoir transformé en action. Dans le public, sœur Marguerite, spécialement venue de Marseille, applaudissait avec émotion, à côté d'elle, Marie Duclos, désormais invitée d'honneur de toutes les réunions familiales, essuyait discrètement ses larmes. Le père Elias, qui avait béni cette initiative, s'approcha du petit groupe familial. « Vous savez ce qui me frappe le plus dans votre histoire, » dit-il. « C'est que l'amour a fini par triompher de la haine, que la vérité a vaincu le mensonge. Et que les familles séparées peuvent se retrouver, » ajouta Isabelle en prenant la main de sa mère. Quand les invités furent partis, Richard, Caroline et Isabelle restèrent seuls sur la terrasse. Le jour tombait sur la ville, peignant le ciel de nuances roses et orangées. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir ?» dit Caroline en regardant sa fille. « Quoi ? Te voir porter cette pulséra pendant toutes ces années, c'était ma façon de garder espoir. Je me disais qu'un jour, tu la porterais en connaissant son histoire. » Isabelle caressa le petit rubis qui ornait son poignet. Maintenant, cette pulséra ne représente plus la séparation. Elle représente l'amour qui nous a réunis malgré tout. Caroline détacha délicatement le bijou de son poignet et le rattacha avec solennité. Maintenant, cette pulséra n'est plus un souvenir de douleur, dit-elle en écho aux mots de la jeune femme. C'est le sceau de notre retour à la maison. Richard observait cette scène avec un mélange de gratitude et d'émotion. Lui qui avait bâti un empire pour combler le vide laissé par la disparition de Caroline, découvrait que la vraie richesse était là, dans ces moments simples partagés en famille. « Merci de m'avoir retrouvé », dit Isabelle en se tournant vers lui. « Merci d'avoir existé », répondit-il. « Sans toi, je n'aurais jamais eu le courage de chercher encore. » Ils restèrent longtemps sur cette terrasse, à regarder les lumières de Lyon s'allumer une à une. Quelque part dans la ville, d'autres familles vivaient leurs histoires, d'autres drames se jouaient en silence. Mais ici, sur ce toit d'hôpital où tout avait commencé, la famille Delacroix savourait enfin sa réunion. Caroline prit la main de son frère et celle de sa fille. « Vous savez quoi ?» dit-elle. « Je ne regrette rien. »« Comment peux-tu dire ça ?» s'étonna Richard. « Parce que si je n'avais pas vécu tout ça, Isabelle ne serait pas née. Et vous deux, vous ne seriez pas devenus les personnes extraordinaires que vous êtes. » Elle regarda sa fille avec une fierté infinie. « Ma petite Isa a grandi pour devenir une femme qui sauve des vies chaque jour. Mon grand frère a créé un empire. Mais surtout, il n'a jamais abandonné l'espoir de me retrouver. » Le vent du soir fit voler leurs cheveux, et dans cette brise douce, ils sentirent comme une bénédiction. « Et maintenant ?» demanda Isabelle. « Maintenant ?» sourit Caroline. « On vit, ensemble, pour de bon. » La caméra s'éloigna lentement de cette terrasse baignée de lumière. En bas, Lyon s'étendait, indifférente et éternelle. Mais là-haut, 3 personnes venaient de prouver que l'amour peut survivre à tout, que la vérité finit toujours par triompher, et que certaines pulséras portent en elles la magie des retrouvailles, dans l'espace entre la perte et la découverte, entre le désespoir et l'espoir, naissait cette certitude qui soutient le cœur humain. L'amour véritable ne meurt jamais. Il suffit parfois d'un accident, d'une pulséra qui brille sous un néon d'hôpital, pour que les destins se croisent enfin et que les familles se reconstruisent. La vérité peut tarder, mais quand elle arrive, elle guérit tout.